S'il y a bien une action qui fait débat dans le monde de l'investissement en ce moment, c'est évidemment Apple, la deuxième plus grande entreprise du monde, qui a annoncé récemment, il y a 3 semaines, le 10 juin 2024, qu'elle allait intégrer l'intelligence artificielle dans son écosystème de produits. Les investisseurs ont plutôt bien réagi à cette nouvelle puisque vous voyez que l'action a grimpé de 12% depuis cette annonce. Et si on remonte même un petit peu en arrière, on voit que c'est une action qui a pris 28% sur le mois. Donc globalement, on est sur une action qui est en tendance plutôt haussière sur cette période et on pourrait se dire c'est peut-être le bon moment d'acheter du Apple. Mais si vous regardez un petit peu les avis des différents investisseurs particuliers, j'aime bien ce site qui s'appelle Seeking Alpha où justement vous allez avoir différents articles qui vont être écrits sur une entreprise avec évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que chaque investisseur a sa propre stratégie. Mais j'aime bien regarder un petit peu pour voir justement les tendances. Est-ce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui sont plutôt bullish, c'est-à-dire qui pensent que l'Apple va justement grandir ou au contraire qui sont plutôt pessimistes. Et on voit ici sur Apple qu'on a plutôt un équilibre. On a des gens qui disent c'est le moment d'acheter parce qu'il y a un nouveau catalyste et il va y avoir plein de smartphones qui vont être achetés. On a ici quelqu'un qui nous dit carrément que Apple a gagné la bataille pour l'intelligence artificielle et on arrive sur un super cycle. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi évidemment des avis plus négatifs, des gens qui disent que Apple, ce n'est plus la croissance que ça a pu être par le passé, et même des personnes qui disent que justement, il faut profiter de cette bulle spéculative sur l'IA d'Apple pour vendre l'action. On a également Thiago, un membre de la méthode Trident, qui a annoncé récemment qu'il comptait vendre l'action Apple, car selon lui, elle n'était plus une action de qualité. Donc on a pas mal de doutes et vous voyez pas mal de débats autour de cette entreprise. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est repasser un petit peu sur les fondamentaux et vous donner mon avis sur ce que je pense de cette entreprise aujourd'hui. Est-ce que ça reste une position intéressante à renforcer aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire il faut la vendre? Et si il ne faut pas la vendre, est-ce qu'il faut la garder quand même sur le long terme? Alors d'abord, pour vous donner un peu d'historique par rapport à Apple, Apple c'est la toute première action que j'ai rajoutée au portefeuille Trident. À l'époque, le prix était quand même beaucoup plus faible. Vous voyez que si on redescend un petit peu, on était sur un price to free cash flow de 19,2. Donc si on se met sur le PER, on était autour de cette chute-là. Donc on était autour d'un PER de 21. Donc il y avait quand même une histoire aussi un petit peu de valorisation que je trouvais intéressante. Aujourd'hui, on a un PER de 33, ce qui me semble quand même beaucoup plus cher. Vous voyez que de manière générale, j'aime bien un PER qui me semble juste pour Apple, c'est un PER de 23. Donc j'ai toujours essayé de me positionner sur l'entreprise lorsqu'elle avait plutôt des baisses et qu'elle se situe, on va dire, entre 23 et 25. J'estime que ça peut être une porte d'entrée intéressante pour l'entreprise. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 33, ce qui est assez élevé. Ça va dépendre évidemment des résultats que va poster Apple sur les prochaines années. Si la croissance est seulement de 8-10%, en effet, c'est un peu cher aujourd'hui. Mais si Apple nous fait un coup de surprise, comme elle a pu faire en 2021, vous voyez, avec un plus 71%, eh bien, même le prix d'aujourd'hui pourrait potentiellement être intéressant. Bon, là, je suis parti tout de suite sur la valorisation, mais vous le savez, moi, les premières choses que j'aime regarder, la première étape, c'est évidemment l'aspect quantitatif. Donc d'abord, regardez un petit peu ce que donnent les scores d'Apple. Donc on voit qu'Apple a une note de 16 sur 20, ce qui n'est pas forcément la meilleure note possible. À nouveau, on peut monter à 20 sur 20, mais ça reste une note excellente. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont aussi qualitatives qu'Apple pour avoir cette note-là. On voit qu'on a une très bonne performance sur les 10 dernières années avec très, très bonne linéarité. Là où le bas blesse un petit peu ici, on le voit tout de suite, c'est sur l'augmentation de son chiffre d'affaires. Ici, on est le chiffre d'affaires brut, donc on ne prend pas en compte justement les rachats d'actions. Et on voit que c'est une entreprise qui a connu un petit peu un ralentissement, notamment moins 3% sur un an, 8% sur 10 ans par an, donc ce qui reste correct. Mais idéalement, moi je préfère avoir 10% ou plus par an de croissance organique. On voit quand même une bonne linéarité au niveau de cette croissance des ventes, mais seulement 5% de croissance du chiffre d'affaires estimé sur les 5 prochaines années. Donc une croissance un petit peu qui ralentit et qui pourrait poser souci à l'entreprise pour justement se développer, même si on voit qu'au niveau des bénéfices, on est plutôt bon, sauf cette année où on a un moins 8%. Autrement, on est plutôt, vous voyez, on passe de finalement 8% sur les ventes à 14% par an sur les bénéfices. Pareil pour les estimations futures, on passe de 5% ici sur le chiffre d'affaires à 11% pour les bénéfices. Donc voilà, les analystes estiment qu'Apple devrait quand même pouvoir transformer une grande partie de ces ventes-là en bénéfices et également le fait que l'entreprise rachète beaucoup d'actions va permettre de booster ce score de free cash flow par action puisqu'à nouveau ici on ne le calcule pas en brut, on le calcule par action. Donc c'est une manière que l'entreprise va pouvoir, un levier que l'entreprise va pouvoir utiliser pour améliorer aussi ses chiffres. Niveau retour sur investissement, on est très très bon et c'est aussi dû au fait qu'il y a peu d'actions Apple en circulation et que l'entreprise en rachète beaucoup. On a des marges évidemment qui sont très élevées avec des produits qui sont vendus assez chers et une partie service qui se développe beaucoup. On va en parler dans la partie fondamentale, c'est assez intéressant.
pas beaucoup de dépenses en capex, des stock-based comp qui sont plutôt raisonnables, surtout pour une entreprise technologique, les fameux rachats. Donc ici, vraiment, Apple est une entreprise cannibale, ce qu'on appelle, donc vraiment gros rachat d'actions, moins 21% d'actions en circulation en moins sur 5 ans. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que l'entreprise a privilégié du coup ses rachats d'actions aux dépendants. Enfin, elle a beaucoup moins poussé le dividende. Vous voyez qu'on n'a que 4% d'augmentation sur la dernière augmentation, même si ça fait 11 années qu'il est versé. C'est vrai que le dividende a connu une croissance moins intéressante que les rachats d'actions. Donc ça, c'est plutôt une politique interne à l'entreprise. Elle a décidé de privilégier les rachats aux dividendes. Et niveau sécurité, c'est parfait. On a 15% des bénéfices qui sont reversés en dividendes, seulement 2% des bénéfices qui sont utilisés pour rembourser les intérêts de sa dette. La dette pourrait être remboursée en moins de 6 mois intégralement, donc c'est parfait. Et on a des très bons scores sur la prédictibilité, sur le Pietrowski Score, sur le Guru Focus Score. Et on a également 4 gourous qu'on suit qui sont positionnés sur cette action. Donc voilà, vraiment niveau fondamentaux, pas grand chose à dire. Vous voyez qu'on a une action qui a quand même connu une très belle performance avec une belle linéarité juste ici. On voit une évolution des ventes qui peut être un petit peu cyclique due au fait que l'entreprise vend beaucoup de hardware, mais on voit quand même que sur le long terme, ça augmente, même si ça peut stagner un petit peu d'une année sur l'autre ici. Pareil sur le PS qui stagne, vous voyez, pendant une période et puis qui fait un bond juste ici. Pareil un petit peu sur les free cash flow. Le retour sur investissement donc, qui a bien grandi et qui est aujourd'hui très élevé à 48%. Les marges qui sont restées plutôt stables dans le temps autour des 25-27%, donc très intéressant aussi. Les dépenses en capex qui ont baissé, donc c'est agréable parce que les entreprises technologiques ont parfois tendance à dépenser beaucoup en capex. Donc parfois c'est des bons investissements, parfois pas toujours. Donc là c'est intéressant de voir ça. Les stock-based comp qui sont un peu augmentés mais qui restent raisonnables. Les fameux rachats d'actions, vous voyez, qui ont été cannibales et donc qui ont vraiment diminué énormément. On n'a plus que 15 millions d'actions en circulation alors qu'on en avait 26 millions ici en 2013. Le dividende par action qui à nouveau n'a pas connu une superbe croissance mais qui a le mérite d'être stable et versé continuellement. Le payout ratio qui a plutôt diminué. Les dépenses en intérêt qui sont faibles. Et ici, vous le voyez, donc la dette nette qui est finalement très faible par rapport au montant. Donc ici, on va comparer le cash en fait. Donc vous le voyez juste ici, on a 123 milliards de dettes. Donc ça peut paraître beaucoup pour Apple, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise a 61 milliards en cash, ce qui fait 62 milliards du coup de dettes nettes. Et l'entreprise génère 99 milliards de free cash flow par an. Et c'est pour ça qu'on arrive ici, vous voyez, en moins de 6 mois pour rembourser l'intégralité de ses dettes. Si on prend même en compte le TTM, donc le TTM c'est les 12 derniers mois, donc ce n'est pas l'année 2023 mais c'est les 12 derniers mois de résultats, on voit que Apple a même amélioré encore tout ça puisque son montant de dette nette a diminué et passé à 37 milliards. Donc vous voyez que les dettes totales ont baissé ici, que le montant de cash a augmenté et donc on est encore vraiment sur un bilan comptable qui est excellent pour l'entreprise. On va aller regarder d'ailleurs sa notation financière, voilà, AA+, de la part de S&P, donc c'est vraiment une preuve qu'on est sur une entreprise d'un point de vue comptable qui est très très solide. Bon, maintenant on sait que Apple ne va pas faire banqueroute, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi si est-ce qu'elle a les moyens finalement de se développer dans le futur. Et c'est là qu'on rentre un peu plus évidemment dans une analyse fondamentale, essayer de vraiment comprendre les qualités que peut avoir Apple pour se démarquer et continuer comme ça une belle croissance qu'elle a pu faire. Parce qu'à nouveau, on regardait les résultats des 10 dernières années. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer sur les 10 prochaines. L'analyse que j'avais fait sur l'entreprise, c'est une des toutes premières actions qu'on a ajoutées au portefeuille Trident. Donc comme je l'ai dit, le prix était différent. Mais pour moi, ce qui faisait la force d'Apple, et ça c'est quelque chose qui reste aujourd'hui, c'est deux éléments. Le premier, un écosystème intégré et innovant. Donc pour moi, il y a vraiment l'aspect que Apple est un des seuls fournisseurs en fait à proposer le logiciel et le matériel qui va ensemble, alors que les autres concurrents qui existent sur le marché, eh bien généralement ils vont proposer que le logiciel. Par exemple, Microsoft va proposer que le logiciel et va devoir s'allier à Lenovo pour proposer du coup un ordinateur, ou encore Samsung va proposer le téléphone mais va devoir installer Android de Google pour que ça fonctionne. Et donc pour moi, Apple a cette force, c'est que certes, ils vendent moins et ils ont moins de parts de marché sur du coup les téléphones portables ou justement les ordinateurs, mais la force, c'est qu'ils arrivent à proposer un produit intégré qui généralement va mieux fonctionner parce que quand on intègre justement le logiciel et le matériel, en fait, on surveille en fait toute l'expérience client et donc si jamais il y a un problème, eh bien on peut le réparer que ça soit d'un point de vue logiciel ou d'un point de vue matériel, alors que quand on fait que le logiciel, on est dépendant à nouveau de la personne qui fournit le matériel, comme la personne qui fournit le matériel est dépendant de celui qui fournit le logiciel. Donc pour moi, en développant cet écosystème intégré, Apple parvient à créer des produits qui sont un peu supérieurs en termes d'expérience client et c'est pour ça que l'entreprise est capable de les proposer à des prix plus élevés et que généralement, une fois qu'on est passé chez Apple, on devient complètement convaincu de l'écosystème et on a tendance à acheter un peu
tous les produits que propose Apple qui sont justement complémentaires entre eux. Et ça aussi, c'est une superbe force pour l'entreprise pour créer des cross-sell, donc finalement vendre plusieurs produits. Hein. Moi, typiquement, je vais avoir l'Apple Watch et puis je vais avoir du coup le Mac et je vais avoir l'iPhone. Et typiquement, je pense que vous avez aussi pas mal de gens que vous connaissez qui font ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question quel va être le prochain smartphone que je vais acheter. Je me suis dit quel est le prochain iPhone que je vais acheter. Pareil, j'ai voulu m'acheter une smartwatch. Je ne me suis pas dit quelle est la meilleure smartwatch. Je me suis dit quelle est la meilleure Apple Watch parce que je savais très bien que ça allait mieux fonctionner avec tout mon écosystème. Donc ça, je pense que c'est une vraie force de l'entreprise et on a une grande satisfaction client avec 90% des possesseurs d'iPhone qui ne se verraient pas changer de marque. Et vu qu'il ne se voit pas changer de marque, l'entreprise peut continuer d'augmenter ses prix et évidemment d'augmenter ses prix sans pour autant que la demande en produits baisse. C'est le fameux pricing power. On est aussi sur une des marques les plus puissantes au monde, une des plus reconnues. Et un élément que j'aime beaucoup, c'est justement le fait que, à nouveau, les clients, ils commencent avec un iPhone et puis ils se retrouvent à compléter avec les AirPods, le Mac, l'Apple Watch. Donc, on s'engage de plus en plus dans l'écosystème. On a une base installée de 1,8 milliard d'appareils et sur cette base installée, Apple va pouvoir proposer toute sa partie service. Donc, notamment, dès qu'on va télécharger les applications sur l'App Store et qu'on va payer, Apple va récupérer 30% des ventes. À chaque fois qu'on va payer avec Apple Pay, ce qui est super pratique et qui est un moyen de paiement qui gagne vraiment en adoption en ce moment. Je ne sais pas si vous en voyez, mais de plus en plus, on paye avec le mobile. Eh bien, Apple va récupérer 0,15% du montant qui va être payé sur justement le mobile. Et évidemment, on va s'abonner à iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, etc. Donc cette partie service, c'est très intéressant pour Apple parce que ça lui permet justement de monétiser cette énorme base installée de 1,8 milliard d'appareils. Et Apple peut littéralement, en augmentant juste d'1 € le prix de iCloud, gagner instantanément des milliards de dollars puisqu'elle a énormément de gens qui sont abonnés à ces différents services. Et c'est pas parce que iCloud augmente de 1$ qu'on va tout d'un coup arrêter, changer d'iPhone, etc. Il y a un vrai coût au changement. Et une fois qu'on est habitué à l'écosystème Apple qui est un petit peu unique en son genre, eh bien, je pense que c'est difficile de changer. Et vous le voyez, cette partie service a augmenté constamment. Ici, on est sur les ventes trimestrielles et on voit que c'est vraiment une partie qui augmente vraiment constamment dans le temps. Et ça représente une part en fait de plus en plus importante dans les revenus d'Apple. Aujourd'hui, il me semble qu'on est autour des 20%. Voilà, même 22% des ventes d'Apple qui proviennent de cette partie service. Évidemment, ça représente une part encore plus importante au niveau des bénéfices. Donc, Apple reste principalement une entreprise qui vend du hardware, avec, vous le voyez, principalement l'iPhone. Et ensuite, on a du coup les wearables et tout ce qui va être home, donc l'Apple Watch et évidemment toutes les enceintes que va proposer Apple, Mac et iPad. Et donc, même si ça reste principalement une entreprise de hardware, on voit qu'il y a cette partie service qui se développe et qui se nourrit justement des ventes de hardware pour pouvoir vendre plus facilement ces services qui sont à haute marge et à forte croissance. Et pour moi, c'est une grande partie de la thèse de l'entreprise. Même si ces services sont plus petits, vous voyez que l'augmentation est extrêmement stable. Alors que si tout de suite, on met l'augmentation des iPhones, on voit qu'on a évidemment beaucoup plus de cyclicité dans les ventes. C'est normal, c'est du hardware. Une fois qu'on a acheté son Mac ou son iPhone, on ne va pas en acheter pendant longtemps. Donc je pense qu'une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils vont regarder les ventes de Mac ici et ils vont dire regardez, Apple a perdu 40% de ses ventes sur Mac. Et c'est un petit peu normal, il y a un petit peu de cyclicité dans des produits comme ça, vraiment du hardware. Ce qui compte, c'est la base d'utilisateurs qui devrait monter avec le temps et évidemment la monétisation de ces utilisateurs continue grâce à la partie service. Et là-dessus, l'intelligence artificielle, pour moi, rentre complètement dans cette stratégie puisque, à nouveau, ça va être intégré dans Apple. Ils vont jouer un petit peu sur le fait que c'est privé. Donc, ils vont justement jouer sur leur force principale, comme je l'ai dit, qui est d'avoir un système intégré. Ils vont dire, si vous avez un téléphone Samsung, finalement, les infos, elles vont être envoyées sur Google et on ne sait pas trop où vont aller vos infos. Alors qu'avec Apple, vous êtes garanti que c'est nous qui avons toutes vos infos et donc, nous, il n'y a rien qui sortira. Donc là-dessus, c'est un move, je trouve, assez stratégique de la part de Tim Cook, ici, du CIO. Et je pense que ça peut vraiment aider l'entreprise à encore mieux monétiser cette base installée d'utilisateurs. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que peu importe les changements technologiques, au final, si les gens sont sur iPhone, ça passera par l'iPhone et Apple devrait pouvoir récupérer une partie de ces ventes-là. Et certaines personnes pensent justement que les ajouts de fonctionnalités de l'intelligence artificielle pourraient pousser beaucoup de personnes à renouveler leur iPhone. Et c'est vrai que parfois, il ne faut pas grand-chose. Des fois, c'est juste une ou deux fonctionnalités en plus qu'on voit sur les nouveaux téléphones. On se dit « Ah, elle est pas mal cette fonctionnalité, moi aussi, j'aimerais bien l'avoir. » Notre iPhone commence un petit peu à être vieux, commence à avoir 4-5 ans. Et on se dit « Allez, j'achète le suivant. » Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à acheter une nouvelle version de l'iPhone, évidemment, ça va booster les résultats d'Apple. Et on pourrait voir un pic, donc une croissance qui peut s'accélérer durant une période. À nouveau, c'est pas ce qui compte. À nouveau, ce qui compte, c'est vraiment de regarder sur un horizon long terme, de voir si justement cette croissance se maintient dans le temps. Mais je pense que, à nouveau, si tant qu'Apple développe en fait la partie, le nombre de produits installés et qu'elle parvient de mieux en mieux à les monétiser avec la partie service, je pense que c'est une entreprise de qualité qui devrait continuer de se développer dans le temps.
Comme on l'a vu dans les fondamentaux, ce que je vais surveiller de près, c'est vraiment la croissance de ce chiffre d'affaires. Donc, à voir justement si l'intelligence artificielle parvient à vraiment booster et redonner de la croissance à Apple qui, sur ces dernières années, on le voit, a plutôt pas mal ralenti. Il va falloir voir aussi si cette croissance des ventes se transforme bien comme d'habitude pour Apple, par une augmentation évidemment des bénéfices, parce que c'est pas uniquement en faisant des rachats d'actions, c'est bien d'avoir beaucoup de cash et faire des rachats d'actions pour booster ce montant-là, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est des bénéfices qui montent sans ingénierie financière, vraiment juste parce que l'entreprise vend de plus en plus de produits. Donc à nouveau, les buybacks, c'est bien, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir que les produits se vendent de plus en plus et de plus en plus cher. Dans cet objectif d'innovation, Apple, vous le savez, a lancé récemment donc le fameux casque Apple Vision Pro qui pour l'instant n'a pas énormément convaincu. En même temps, on parle d'un produit qui est extrêmement cher. Donc attention, moi je me méfierais un petit peu de trop juger un produit à sa première sortie. C'est rare que Apple sorte un produit et que ça soit tout de suite, immédiatement un banger. Souvent, Apple va sortir une première version, par exemple de l'Apple Watch. Ça va pas forcément convaincre beaucoup de monde. Puis elle va l'améliorer. Et au bout d'un moment, ça peut devenir un produit qui fonctionne très bien pour l'entreprise. Donc je pense, attention, il faut attendre un petit peu les innovations. Aujourd'hui, clairement, les gens qui achètent des casques, c'est soit des youtubeurs, soit des gens qui sont passionnés par la tech. Donc vraiment des adopteurs un petit peu en avance. Mais il est toujours possible que petit à petit, avec des améliorations, avec une simplification de certains éléments et avec évidemment un prix qui soit réduit, que tout d'un coup le produit arrive à un mass market et puisse, pour une entreprise de la taille d'Apple, commencer à représenter quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Apple justement sur le fait que l'entreprise n'innove plus autant qu'avant, et c'est sûr que voilà, je pense que c'est un petit peu logique en fait, hein. C'est-à-dire que quand une entreprise démarre, c'est une start-up, évidemment il peut y avoir énormément d'innovation, elle peut tout tenter, et évidemment plus une entreprise devient mature, plus elle doit gérer un catalogue de produits existants et moins elle peut prendre des risques. Je pense que ça c'est quand même un pari que fait Apple, et donc pour moi ça reste une entreprise qui innove, qui essaie de proposer des nouvelles choses, même si elle est plutôt prudente dans son innovation, elle essaie d'attendre de voir comment ça se passe, et typiquement le move qu'elle a fait sur l'IA, d'attendre un petit peu et de se dire ok on va voir comment intégrer ça proprement, etc. Je pense que c'est une meilleure stratégie que Google par exemple, qui a un peu rushé dans l'histoire et qui s'est tapé plein de scandales parce que son IA n'était pas au point. Donc attention, moi je suis pas forcément contre l'innovation, je trouve ça bien, c'est important qu'une entreprise innove, mais finalement j'aimerais pas avoir une entreprise qui remet tous les 6 mois complètement son business model à zéro. Là avec Apple, on a une innovation pour moi qui est constante, c'est des petites améliorations produits, ça paraît pas grand chose, mais en fait quand on passe de l'iPhone 10 à l'iPhone 15, on se dit waouh, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Alors qu'en effet, quand on est concentré du 14 au 15, on se dit il n'y a rien qui a changé, il y a juste un câble. Donc attention avec ça, ce qui compte pour moi, c'est pas voilà, de tout d'un coup avoir une énorme explosion, une énorme innovation. Pour moi, c'est une innovation continue qui continue de convaincre les consommateurs. Un autre aspect qu'il faut surveiller et qui est souvent cité par les critiques d'Apple, c'est sa dépendance un petit peu à la Chine. On voit que c'est une entreprise qui a 19% quand même de ses ventes en Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, on a beaucoup de tensions. On a les États-Unis qui ont banni Huawei, qui ont banni TikTok, donc qui sont vraiment anti-entreprises chinoises. Donc il est probable qu'en Chine, il y ait le même sentiment et que les consommateurs chinois, de force ou de gré, se disent bon, je vais arrêter d'acheter Apple parce que c'est nos ennemis, les Américains, et je vais préférer acheter des marques chinoises. Après, je dirais aussi que Apple, c'est une des rares entreprises qui est justement présente sur le marché chinois. Il ne faut pas oublier que Google n'est pas sur le marché chinois, Facebook n'est pas sur le marché chinois. Donc, il y a plein d'entreprises américaines de tech qui ne sont pas du tout arrivées à aller sur le marché chinois. Il n'y a que Apple et Tesla, à mon avis, qui sont vraiment arrivés à s'implanter dans ce marché-là. Donc, pour moi, c'est déjà bien qu'elles soient arrivées à s'implanter. Maintenant, en effet, il peut y avoir des conséquences si cette partie des ventes se met à diminuer parce que justement, il y a plus de concurrence. La stratégie va évidemment devoir être un petit peu adaptée en fonction des continents, surtout si la mondialisation continue de se diviser un petit peu et qu'on a une espèce de repli identitaire qui se crée d'un point de vue géopolitique. Et c'est d'ailleurs un petit peu pareil sur la partie Europe. L'Europe met de plus en plus d'amendes à Apple, veut de plus en plus casser son écosystème, veut l'obliger à mettre une autre marketplace sur Apple. Donc ça, c'est des dangers qui peuvent ralentir aussi la croissance d'un point de vue européen et qui peuvent limiter l'entreprise dans son innovation, alors que c'est vraiment aux États-Unis qu'elle va avoir le plus de place et le plus d'endroits pour se développer. J'ai lu récemment une statistique qui disait qu'il y avait 90% des jeunes Américains qui voulaient un iPhone comme téléphone. Donc je trouve ça super intéressant de le voir parce que c'est une étude qui est faite sur des adolescents, donc des gens qui sont jeunes. Et chez les jeunes américains, du moins, il faudrait voir ce que ça donne en Europe. 90% se disent je veux un iPhone, et ça je trouve ça très fort parce que ça indique que l'entreprise arrive à séduire aussi bien des personnes potentiellement plus âgées que des personnes les plus jeunes. Et si les jeunes prennent l'habitude d'être sur l'écosystème Apple, à nouveau ça sera plus compliqué de changer l'écosystème, et plus tard ils auront aussi plus de moyens pour acheter d'autres produits Apple. Donc voilà, comme toute entreprise, il y a évidemment des challenges à surmonter pour Apple sur le futur.
Mais pour moi, ça reste une entreprise très solide. Vous avez un petit résumé ici de la checklist que j'avais fait qualitativement après avoir analysé l'entreprise vraiment en détail. Il faudrait que je la refasse parce que justement, j'ai modifié certaines de mes questions dans cette checklist-là. Mais même pour moi, si Apple a des challenges, donc par exemple la cyclicité de ses produits, une dépendance un petit peu par rapport à la Chine, le fait qu'elle doit innover constamment pour convaincre les gens quand même de rester dessus, je pense que ça reste une entreprise qui a des douves importantes avec vraiment une grande gamme de gens qui sont fans de la marque et qui vont continuer d'acheter les produits et continuer d'utiliser les services qui devraient permettre à l'entreprise d'avoir une bonne performance sur le long terme. Je vais évidemment continuer de surveiller ça de près. À nouveau, si la note ici passe en dessous de 15 sur 20, je m'inquiéterai et ça sera probablement le temps peut-être de vendre l'action ou de revisiter en tout cas la thèse de l'entreprise pour voir pourquoi les fondamentaux ont baissé autant. Donc ça, c'est le premier élément qui pourrait me dissuader. Et évidemment, si l'augmentation tout d'un coup d'Apple du dividende arrête d'augmenter, si le dividende est coupé, là aussi, ça pourrait déclencher une vente de mon côté. Mais vous le savez, je ne vais pas forcément vendre pour des raisons de valorisation. J'aime pas vendre pour des raisons de valorisation. J'aime bien vendre uniquement mes entreprises quand je constate qu'il y a vraiment une dégradation au niveau des fondamentaux. Aujourd'hui, je vois des challenges que Apple doit faire face, mais je ne vois pas une dégradation totale qui me fait penser que tout d'un coup, c'est fini et plus personne n'utilisera des téléphones Apple. Voilà, il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour d'Apple, mais les gens qui en sont clients en sont très satisfaits et comptent rester dessus. Donc je pense que des fois, c'est bien de parler aux gens qui utilisent concrètement les produits et qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Et c'est quand eux, ils aiment plus ce qui est en train de se passer autour d'Apple qu'il faut s'inquiéter. C'est pas quand les gens qui n'ont jamais vu d'Apple vous disent que Apple c'est de la merde. Donc voilà, ça reste une entreprise que je surveille et que j'essaie d'acheter quand les prix sont assez intéressants. Donc comme j'ai dit, plutôt des PER entre 20 et 23. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu excessif. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme autour de cette entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu excessif. À nouveau, PER de 33, ça me semble assez élevé. Vous le voyez à ce multiple-là, j'estime que 4% par an de rendement pour Apple sur les 5 prochaines années, puisque je suis à 11% de croissance. Cette croissance pourrait évidemment s'accélérer, c'est pour ça que c'est qu'une estimation. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde les estimations des analystes, donc ici, je vais mettre les analystes ici et du coup, je peux mettre ma croissance ici à 11% long terme. Donc on voit que plutôt sur le moyen terme, les analystes restent sur des croissances à 7-10%. À nouveau, il pourrait y avoir une surprise si on a vraiment un gros renouvellement produit et plein de consommateurs qui sont convaincus par les nouvelles fonctionnalités de l'IA qui est intégrée dans leur iPhone. Donc ça reste à voir. Mais en effet, si on reste sur cette croissance un petit peu tranquille de 10-11%, on voit que le rendement final, si Apple retourne à un multiple de 23, n'est pas incroyable à l'heure actuelle. Donc pour moi, ça reste une action que je conserve en portefeuille parce qu'à nouveau, j'aime pas vendre pour des raisons de valorisation. Mais le prix me semble un peu élevé en ce moment et je vais préférer attendre qu'on retourne sur des multiples autour des 20 pour renforcer l'action. Ce qui avait inquiété beaucoup d'investisseurs, c'est de voir aussi que Warren Buffett avait vendu une partie de ses actions Apple. Donc vous voyez, il avait réduit de 12% sa position, ce qui représente évidemment pas mal d'actions pour lui, 6% de changement par rapport à son portefeuille. Donc à nouveau, timing qui n'est pas forcément excellent de la part de Buffett ici, puisque du coup il a dû vendre à nouveau sur ce premier trimestre 2024. Donc c'est pas exactement à quel endroit il a dû vendre, mais clairement on voit que l'action s'est réappréciée beaucoup depuis. Donc il avait peut-être un petit peu des inquiétudes par rapport à la valorisation actuelle, et je pense qu'il faut aussi remettre ça en contexte. Apple représente toujours 40% du portefeuille de Warren Buffett. Je crois que ça commençait à atteindre justement les 50-60% de son portefeuille. Donc cette réduction pourrait juste être aussi le côté, voilà, je veux avoir un peu plus de cash, je veux me sécuriser un peu plus et je veux essayer d'avoir une position dans mon portefeuille qui est un peu plus équilibrée et qui représente un petit peu moins de pourcentage aussi important. C'est vrai que Warren Buffett a fait un super coup sur Apple puisqu'il l'avait acheté vraiment à l'époque où justement elle était valorisée uniquement sur la partie hardware. Voilà, il avait acheté ici un petit peu entre 2016 et 2018 et là on était vraiment sur des PER de 13 ou 14, donc c'est un très très bon coup parce qu'on a une réappréciation de l'action qui a fait évidemment bien monter le cours puisqu'à nouveau aujourd'hui maintenant on prend en compte le fait que l'entreprise vend aussi beaucoup, on l'a vu, une partie service très développée à forte marge et à croissance plus importante et plus stable que le hardware, et l'entreprise est parvenue à bien rentabiliser tout son écosystème existant. Donc superbe investissement de la part de Warren Buffett. On disait qu'il n'aimait pas trop la tech et ici c'est positionné sur l'entreprise de tech à un très très bon moment. Et je pense que s'il décide d'en faire l'action numéro 1 de son portefeuille, c'est qu'il estime que c'est encore une action qui a beaucoup de potentiel sur le long terme et qu'il se voit garder pendant le très long terme. Et à nouveau, ce qui compte pour Warren Buffett, c'est pas forcément d'avoir la meilleure performance possible, mais c'est d'avoir des entreprises qui ont vraiment des douves importantes, des produits dont les gens ont beaucoup de mal à se passer. Je pense évidemment à Apple, mais on le voit aussi, des grands succès de Warren Buffett, c'est des entreprises comme American Express ou encore Coca-Cola.
Voilà les amis, j'arrête ici la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Apple dans les commentaires, je trouve ça super intéressant de débattre et d'entendre aussi les commentaires opposés à ma thèse, qui pense qu'Apple n'est plus forcément une entreprise de qualité comme Thiago ici l'explique. Voilà, je vous ai donné dans cette vidéo un petit peu moins mes arguments pourquoi je pense que ça reste une entreprise de qualité à avoir dans son portefeuille, c'est juste qu'en ce moment je trouve qu'elle est un petit peu chère et qu'il y a des challenges à surveiller, mais pour moi pas de raison de vendre l'action à l'heure actuelle.